Biaskatamasham Rastolia. C'est un vieux proverbe russe dont l'équivalent en français serait « quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Poutine a le nez dans le bourbier ukrainien et pendant ce temps-là, d'autres conflits reprennent. Par exemple, celui du Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan lance des attaques de grande envergure contre l'Arménie. Comme le Kremlin n'est pas dispo pour faire la médiation entre les deux, l'Azerbaïdjan a profité pour attaquer l'Arménie. Sauf qu'il y a un réel risque que ça dégénère, ce qui poserait un réel problème à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Azerbaïdjan livre du gaz à l'UE pardi. Et pas qu'un peu, c'est une alternative viable au gaz russe. Donc heureusement, les deux rivaux ont depuis déclaré un cessez-le-feu, l'escarmouche n'aura pas duré plus de 2 semaines et a tué 170 personnes. La dernière guerre qui avait eu lieu en 2020 avait quand même causé la mort de pas moins de 6500 personnes. Elle s'était interrompue grâce à la médiation de Moscou, mais cette fois-ci, la Russie n'a plus la même influence régionale qu'auparavant. Elle a beaucoup perdu en crédibilité depuis son invasion de l'Ukraine et la déroute de son armée. Les pays d'Asie centrale ont une opportunité unique, la première depuis l'effondrement du bloc soviétique, de défier la suprématie russe dans la région. Pareil du côté européen qui peut profiter de l'opportunité pour s'immiscer dans le marché centra-asiatique de l'énergie et gagner en influence politique. Et l'UE n'aura pas que la Russie à affronter, mais aussi une autre superpuissance. Le président chinois Xi Jinping en quête d'opportunités en Asie centrale, alors que la guerre en Ukraine laisse la Russie affaiblie. L'Europe s'intéresse de plus en plus à l'Asie centrale et elle n'a pas peur de le montrer. Sauf qu'un autre problème se pose, ce ne sont pas des démocraties. Pas ouf pour l'image de marque. Les démocraties occidentales ne considèrent pas le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ou le turkmène Serdar Berdimuhamedov comme des personnalités fréquentables. Les sociétés qui fondent leur économie sur l'extraction de matières premières ont tendance à adopter des modèles politiques autoritaires. Alors l'Europe a-t-elle raison de se rapprocher de ces régimes dictatoriaux ou pas ? Est-ce que c'est le prix à payer pour sortir de la férule de Vladimir Vladimirovitch Poutine ? Et est-ce qu'en se faisant, on perdrait pas un peu de crédibilité quand on reproche à la Russie et à la Chine de ne pas respecter les droits de l'homme de leurs dissidents politiques, des Ukrainiens et des Ouïghours ? Pour bien comprendre les enjeux autour des hydrocarbures, on doit d'abord comprendre le fameux dilemme de Malacca. À 4500 km du Turkménistan, en plein milieu de l'océan Indien, se trouvent les îles Andaman et Nicobar, un archipel qui appartient à l'Inde et qui constitue une véritable épine dans la stratégie énergétique de la Chine. Pas moins de 80% des importations d'hydrocarbures de la Chine passent par le détroit de Malacca, qui se trouve entre la Malaisie, Singapour et l'Indonésie. Ce corridor maritime est très vulnérable face au risque d'un blocus maritime par la marine états-unienne dans la région. La marine états-unienne ou les troupes indiennes postées à Andaman et Nicobar. En cas d'embargo, l'économie chinoise s'effondrerait en quelques jours, quelques semaines à tout casser. En gros, dès l'épuisement de leurs réserves stratégiques de gaz et de pétrole. C'est pour cette raison que la solution Asie centrale devient pertinente aux yeux des autorités chinoises. Jusqu'à présent, personne, mis à part la Russie, ne s'intéressait à cette région. L'Asie centrale est riche en hydrocarbures, mais elle n'a pas encore les capacités suffisantes pour l'extraire et l'exporter massivement. Le Turkménistan en est un bon exemple. Au rythme de production actuel, la Russie et le Qatar pourront compter sur leurs réserves de gaz pour encore 58 et 144 ans respectivement. Les réserves de gaz du Turkménistan lui permettraient de tenir encore 230 années. Alors déjà qu'il a d'énormes réserves de gaz, le Turkménistan n'y touche quasiment pas. Le pays n'a pas assez investi dans les infrastructures nécessaires à son extraction et son exportation. Sauf que la Chine est très attentive à cette problématique et n'hésite pas à proposer un coup de main au régime turkmène. Cette carte, jetez-y un coup d'œil. Le gazoduc Asie centrale Chine qui traverse l'Ouzbékistan et le Kazakhstan alimente la Chine avec du gaz turkmène depuis 2010. En fait, le Turkménistan vendait la majorité de son gaz aux Russes, mais la tendance s'est inversée depuis quelques années au profit de la Chine. En 2021, Ashgabat, la capitale turkmène, a exporté vers Beijing près de 34 milliards de mètres cubes de gaz, 3 fois plus qu'elle n'en a exporté vers la Russie sur la même période. Le Turkménistan est le premier fournisseur de gaz acheminé par pipeline de la Chine et le deuxième si l'on inclut le GNL australien. Le gazoduc Asie centrale Chine a quasiment la même capacité que le pipeline Power of Siberia qui relie la Russie à la Chine. C'est dire à quel point le Turkménistan est important dans la stratégie énergétique chinoise. Quand Xi Jinping est sorti de Chine pour la première fois en 2 ans, soit depuis le début de la pandémie, il s'est d'abord rendu au Kazakhstan, puis en Ouzbékistan. C'est à Samarkand que se déroulait le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et c'est à cette occasion que le président chinois a rencontré les dirigeants de 5 pays d'Asie centrale. L'influence russe est inversement proportionnelle à l'investissement chinois dans la région. Plus la Chine est présente en Asie centrale, moins la Russie est visible. Et ce, pour 3 raisons. Déjà, la Chine est un partenaire commercial plus attractif. Ensuite, c'est tout bête, mais personne n'a envie de parier sur un cheval perdant. C'est mauvais pour les affaires et on
peut pas dire que l'invasion de l'Ukraine déclenchée par Poutine se passe exactement comme Poutine l'avait prédit. Et tertio dans la liste des raisons pour lesquelles la Russie est en perte d'influence en Asie centrale, c'est le Kazakhstan. On vous l'expliquait dans une vidéo il y a pas très longtemps, le pays est en train de prendre ses distances avec la Russie. Voilà ce qu'a déclaré à la presse son président Tokayev. Déclaration du président du Kazakhstan. On avance à toute vitesse vers une réforme. La montée en puissance de la Chine en Asie centrale pose un problème à l'Europe, mais aussi aux États-Unis. En diversifiant ses routes d'approvisionnement d'hydrocarbures, la Chine échappe à la dépendance totale du détroit de Malacca et devient moins vulnérable à un éventuel embargo états-unien. Washington est en train de perdre son levier stratégique. En parallèle, l'Europe pourra se soustraire plus facilement à sa dépendance au gaz russe s'il commence à importer du gaz provenant du Turkménistan. À ce jour, la Commission européenne cherche une alternative à la Russie pour importer les 150 milliards de mètres cubes que celle-ci lui vendait avant la guerre en Ukraine. Depuis l'attaque sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, on peut considérer que ce partenariat commercial est mort et enterré. En attendant, l'UE a passé un accord avec les États-Unis pour l'importation de gaz naturel liquéfié. Allez, on vous passe un extrait d'un discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. The United States and Europe will ensure stable demand and supply for additional at least 50 billion cubic meter of US LNG until 2030. And if we look at that, this amount, 50 BCM per year, is replacing 1/3 already of the Russian gas going to Europe today. Le souci, c'est que le GNL coûte plus cher que le gaz qui transite via un pipeline. L'énergie bon marché, c'est le principal avantage compétitif de l'Europe par rapport à l'Extrême-Orient. Pour maintenir sa compétitivité, l'Europe doit non seulement diversifier ses sources d'approvisionnement, mais aussi obtenir du gaz bon marché. Par conséquent, l'idéal pour l'Europe, ça serait de combiner des livraisons de GNL par les États-Unis ou le Qatar avec des gazoducs en provenance d'Asie centrale et du Caucase. Et c'est là le cœur du problème. La diplomatie du caviar. Ça fait 53 ans que la famille Aliyev règne sans partage sur l'Azerbaïdjan. Ça a commencé en 69 avec la nomination de Haïdar Aliyev, le père du président actuel, au poste de secrétaire général du Parti communiste azerbaïdjanais. Ce qui est caractéristique du régime azerbaïdjanais, c'est qu'il réprime très durement toute contestation politique, mais il est très cordial avec la communauté internationale pour encourager les investissements étrangers. Et pour ce faire, l'Azerbaïdjan n'hésite pas à avoir recours à ce qu'on appelle dans le jargon la diplomatie du caviar. Ça consiste en gros à offrir de beaux cadeaux, des voyages tout frais payés à des dirigeants et des personnalités politiques pour gagner leur faveur. Si vous voulez notre avis, ça ressemble beaucoup, mais alors beaucoup, à de la corruption. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui pensons ça. Cette stratégie de lobbying a été dénoncée par plusieurs journaux européens qui ont mené une enquête conjointe très poussée sur le sujet. Diplomatie du caviar. Comment l'Azerbaïdjan s'offre l'amitié des responsables politiques européens. L'affaire a même abouti à la condamnation de plusieurs responsables politiques pour corruption. Bon, alors pourquoi l'Azerbaïdjan veut à tout prix un levier de pression sur l'exécutif européen? À quoi riment tous ces groupes d'amitié parlementaire auxquels participent si bénévolement Rachida Dati ou Thierry Mariani? Cette méga infrastructure a été au cœur d'une lutte d'influence entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Le Kremlin est allé jusqu'à financer des partis politiques comme par exemple le populiste Movimento 5 Stelle pour qu'il s'oppose à la construction de l'ouvrage. Peine perdue, le dernier tronçon de l'ensemble, le Trans-Adriatic Pipeline ou TAP, a été achevé fin 2020. Aujourd'hui, il permet à l'Azerbaïdjan de vendre près de 10 milliards de mètres cubes de gaz à l'Europe par an. Alors c'est vrai que comparé aux 150 milliards de mètres cubes exportés par la Russie vers l'Europe, ça pèse pas lourd. Mais à présent que Poutine a fermé les vannes du gaz russe, les rôles se sont inversés. C'est l'Europe qui est demandeuse de gaz azerbaïdjanais et non l'Azerbaïdjan qui est en quête de marché où écouler sa production. Bruxelles a déjà annoncé la conclusion d'un accord avec l'Azerbaïdjan pour le doublement des livraisons de gaz d'ici 2027. Von der Leyen n'a pas hésité à se rendre à Bakou pour parvenir à cet accord. We commit to the expansion of the Southern Gas Corridor, and we will expand its capacity to 20 billion cubic meters in a few years. From next year on, we should already reach 12 billion cubic meters. This will help compensate for cuts in supplies of Russian gas. 20 milliards de mètres cubes ne suffiront pas à l'Europe pour garantir sa sécurité énergétique, même en doublant sa capacité d'ici 2027. Heureusement, il y a aussi le gazoduc transanatolien. Le gazoduc transanatolien, ou TANAP, long de 1840 km, transporte le gaz azerbaïdjanais depuis la Géorgie via la Turquie jusqu'à la Grèce où le TAP prend le relais. Le groupe azerbaïdjanais SOCAR, une entreprise d'État dans le commerce de gaz et de pétrole, est le principal détenteur du gazoduc. L'accord qu'il a passé avec les différents pays traversés dispose que des 16 milliards de mètres cubes de capacité, 6 restent en Turquie, 2 en Grèce et 8 parviennent en Italie.
Mais ce qui est réellement impressionnant, c'est que ce gazoduc est évolutif. Ça veut dire que sa capacité maximale peut être revue à la hausse si l'on installe des circuits parallèles et si l'on ajoute des stations de compression pour augmenter la puissance du gazoduc. Donc, en rajoutant 7 milliards de dollars d'investissement, sa capacité maximale pourrait atteindre les 32 milliards de mètres cubes. Et malgré ce chiffre très impressionnant, il faut savoir qu'il y a 10 ans, le groupe SOCAR parlait d'une capacité maximale de 60 milliards de mètres cubes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train d'importer un volume pareil? Déjà parce que l'Azerbaïdjan n'a pas assez investi dans les sites de forage et d'extraction de gaz. La modernisation de ses infrastructures dans le Shah Deniz, l'un des plus importants gisements de gaz au monde et qui se trouve en mer Caspienne, a coûté à Bakou environ 27 milliards de dollars. Actuellement, il produit 21 milliards de mètres cubes par an. Cette somme aurait permis à l'Azerbaïdjan de construire plus de 70 hôpitaux. C'est pour cette raison qu'Aliyev n'a pas hésité à demander à von der Leyen des gages pour la réalisation de cet ouvrage. Le président Aliyev déclare que l'augmentation des exportations de gaz nécessite des investissements et des garanties. Aliyev a conditionné l'augmentation des livraisons de gaz à la hausse des investissements européens en Azerbaïdjan. Alors pourquoi Bakou fait-elle la difficile alors qu'il y a encore quelques mois, elle avait recours à la diplomatie du caviar pour soudoyer les responsables politiques européens? Elle devrait être ravie de ce nouveau rapport de force. En fait, Aliyev se méfie des intentions à long terme de l'UE. Déjà, rien ne dit que l'Europe ne reprendra pas les importations de gaz en provenance de la Russie. Pour plein de raisons. Poutine pourrait être renversé, l'Ukraine et la Russie pourraient parvenir à un traité de paix, et j'en passe. En plus, l'Europe souhaite justement la diversification de ses sources d'approvisionnement pour ne plus dépendre de la Russie. Ce serait contre-productif de changer d'un état de dépendance envers la Russie vers un état de dépendance envers l'Azerbaïdjan. Alors, que pourrait faire l'Europe pour garantir sa sécurité énergétique? La porte de l'enfer. Le Turkménistan possède des réserves de gaz 5 fois plus importantes que celles de l'Azerbaïdjan. Son dirigeant, le charismatique Serdar Berdimuhamedov. Il succède à son père Gurbanguly qui avait pris le pouvoir en 2006 et qui a démissionné au profit de son fils Serdar en 2022. On vous en parle en détail dans cette vidéo. La bonne nouvelle, c'est que le Turkménistan n'a absolument pas l'intention d'envahir ses pays voisins. En même temps, pas sûr qu'il fasse peur à qui que ce soit. C'est un régime dictatorial, certes, mais pas bien méchant. En tout cas, pas pour ses voisins. Bruxelles espère donc un accord similaire à celui que le Turkménistan a passé avec la Chine. Mais pour ce faire, ils ont besoin d'une infrastructure essentielle et qui n'a pas encore été construite à ce jour, le gazoduc transcaspien. Ce projet aujourd'hui, il est à l'arrêt car il doit être approuvé par tous les pays riverains de la mer Caspienne, dont la Russie et l'Iran. Mais en 2018, la donne a changé avec la signature d'un accord international qui modifie le statut juridique de la mer Caspienne. Désormais, il suffirait simplement d'un accord entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan pour construire l'oléoduc. Alors plus facile à dire qu'à faire vu que les deux pays se disputent un champ gazier. Le Turkménistan et l'Azerbaïdjan développent conjointement le champ de Dostluk dans la mer Caspienne. Dans tous les cas, la construction d'un ouvrage pareil prendra des années à s'achever si elle a lieu un jour. Du coup, on envisage au cas où 3 alternatives au gazoduc transcaucasien. La première, c'est de transformer le gaz turkmène en GNL pour la traversée de la mer Caspienne avant de le regazéifier en Azerbaïdjan avant qu'il ne continue sa route vers l'Europe. Une autre solution, c'est celle qu'a développée la compagnie états-unienne Trans-Caspian Resources, une interconnexion sous-marine de 78 km entre les champs gaziers turkmènes et azerbaïdjanais. Et finalement, la dernière solution, déjà en cours d'application, implique un acteur tout à fait inattendu. Le Turkménistan débute l'approvisionnement en gaz vers l'Azerbaïdjan via l'Iran. Cet accord trilatéral implique que le Turkménistan fournira annuellement 4 milliards de mètres cubes de gaz à l'Iran via leur frontière commune. En échange, l'Iran fera de même via sa frontière avec l'Azerbaïdjan. L'UE ne manque pas d'alternative pour substituer son gaz russe par d'autres sources d'approvisionnement. Mais elle doit composer avec la présence chinoise et son influence grandissante dans la région. C'est bien un nouveau front diplomatique entre l'Occident et la Chine qui est en train de s'ouvrir. Maintenant, à ton tour, est-ce que Bruxelles peut faire une exception et commercer du gaz avec des régimes autoritaires? Ou doit-elle au contraire sacrifier sa sécurité énergétique sur l'autel de la démocratie? Ou devrions-nous au contraire saisir l'occasion pour nous tourner vers le tout nucléaire, l'hydrogène et les énergies renouvelables? On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-la tourner à tes potes et nous, on te dit à la prochaine.